Salut Paul. Salut Antonin. Bienvenue dans le canap. Bienvenue. Du coup, qui est le tien aussi. Je crois que je vais faire aucune émission en fait dans mon canapé à moi. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va pas forcément parler beaucoup du shop parce que c'est pas l'idée en soi. J'ai vraiment envie que la discussion se fasse avec toi et avec ton point de vue à toi, mais pas en tant qu'entrepreneur, mais vraiment en tant que rider et personne qui pratique le monde du BMX depuis un certain temps maintenant. Nous on se connaît déjà très bien, mais du coup je vais te laisser te présenter d'abord. Paul Varchon, 32 ans, bientôt. Un petit garçon, marié, j'habite sur Caen, j'ai toujours habité sur Caen. Donc 16 ans de riding, donc j'ai commencé assez tard, vers 17 ans, ce qui est plutôt tard en règle générale, on commence plutôt à l'adolescence. Patron du shop Les Trois Roues BMX Shop qui va fêter les 5 ans. J'ai un peu de mal au niveau des dates, les 5 ans là. D'accord, au niveau des études du coup, t'as quoi? J'ai fait un BEP comptabilité, un bac pro commerce et un BTS management. Et j'ai fait tout ça en alternance, donc dès que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à bosser en même temps que mes cours. Donc ça m'a permis du coup d'avoir un bac+2 et d'avoir déjà 6 ans d'expérience quand on sort de ses études. C'est déjà pas trop mal. Du coup, tu as commencé de mémoire par Decathlon? Ouais, alors en BEP, j'ai fait différentes sociétés. En bac pro, j'ai fait Célio au niveau des vêtements. D'accord. BTS, j'ai fait Decathlon. Decathlon, j'ai continué après pendant 1 an après mon BTS. Ensuite, j'ai travaillé dans un magasin de streetwear chaussures sur Caen qui est Ouest. Et après, j'ai bossé à Quick pendant 7 ans. Et après, du coup, les trois. Et en même temps que Quick vers la fin, pendant 2 ans j'ai fait Quick et le shop sur internet. Et après j'ai quitté Quick pour ne faire plus que le shop. D'accord. En préparant l'interview, j'ai re-regardé d'autres trucs qu'il y avait sur toi, notamment sur Soul quand tu avais fait l'interview, quand tu avais ouvert le shop. Le BMX, tu as découvert ça du coup à Decathlon en fait? C'est ce que j'avais cru. Ouais, en fait je faisais du VTT et de la moto. Le VTT en fait je le défonçais tout le temps. Et en fait, j'allais chercher tout le temps des roues arrière, des trucs comme ça au Decathlon. Et un jour, je suis arrivé, le vendeur que à la fin je connaissais bien avec ma mère, du coup m'a proposé, c'était le moment des soldes, et m'a proposé un BMX Decathlon qui était un haut de gamme à l'époque. Il me l'a proposé à 70 balles, je crois, un truc comme ça. Donc ça m'a permis d'avoir un BMX pour pas cher. Et puis après, un BMX Decathlon, petit à petit, à chaque fois que je cassais des pièces, j'ai changé, et puis j'ai continué le BMX, et puis voilà. La question qui vient naturellement après ça, c'est du coup tu as ouvert le shop, tu as commencé uniquement par internet. Ensuite, tu as eu, dans ton ancien appartement, tu avais ta pièce, qui est considérée comme le shop. Il y a une question qui est assez logique, c'est en fait pourquoi toi en fait? Parce que t'étais pas tout seul sur Caen à pratiquer le BMX. Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui t'a fait prendre à l'esprit qu'à un moment donné, tiens, je vais ouvrir un shop quoi? Alors c'est pas forcément moi non plus, c'est tous les copains du BMX aussi, ou les petits jeunes, où du coup ils me demandaient, j'aimais bien le matos. J'ai toujours bien aimé, vu qu'en fait j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu l'argent pour pouvoir m'acheter mon matos aussi. Ouais. Donc en fait c'est vrai que j'avais souvent du matos assez récent, donc soit je revendais mon matos d'occasion, soit en fait j'aimais bien acheter les nouveautés, donc je suivais déjà pas mal l'évolution des pièces. Et puis après ça me plaisait aussi dans le cadre de mon métier, déjà de travailler dans le commerce, de faire de la vente, de voir un petit peu toute cette évolution là. Du coup je faisais déjà les montages de certains BMX de copains, je faisais les montages de roues pour certains bien avant le shop. Ça me donnait un peu l'idée, et puis surtout les copains qui étaient là, ouais mais tiens, tu bosses déjà dans le commerce, tu aimes bien le BMX, tu aimes bien les pièces, tu devrais faire ça un jour. Pourquoi pas, ouais. Donc c'est vrai qu'on se dit toujours, un jour, mais on ne sait jamais comment se lancer, surtout quand on est plus jeune aussi, on ne sait pas trop, on se dit être son propre patron, ou comment se lancer, par quoi commencer, c'est pas toujours simple, mais après il y a un moment où on a un déclic et on se dit allez, pourquoi pas, on essaye. Et aujourd'hui avec le recul que tu as au niveau... T'as bien fait, si c'était à refaire, tu le referais sans hésiter, tu le ferais différemment, non, pareil, bonne période aussi au moment de commencer, j'en avais un petit peu marre de mon ancien taf, donc ça m'a poussé à faire autre chose.
En même temps, j'ai gardé mon taf chez Quick qui était pas trop mal pour garder mon salaire et pour pouvoir créer le shop à partir de 1500 balles que j'avais de côté. Et pour pouvoir passer les premières commandes pour au début que les copains, et puis après créer un petit site internet, et puis petit à petit du coup construire le shop. Et à chacune des commandes de chaque personne pendant 2 ans, cet argent-là me permettait de recommander d'autres pièces. Et c'est comme ça que du coup j'ai construit le shop, et que j'ai construit aussi mes relations avec les marques, avec les fournisseurs, où c'était très bien aussi de commencer petit pour avoir des conseils de certains fournisseurs, ou tout simplement quand on fait des erreurs, pouvoir y pallier, ou se dire bon là j'ai fait de la merde, je recommencerai pas la prochaine fois quoi. Mais ça permet du coup à des petites échelles au niveau économie, si tu te plantes, c'est pas trop grave non plus. Mais voilà, du coup apprendre, et puis apprendre à tout faire soi-même, parce que du coup je fais la compta, je fais le site internet, je fais la communication, je fais les montages, je réponds au téléphone, je réponds aux mails, je fais vos commandes. En gros, je suis tout seul, mais je fais vraiment tout quoi. Donc c'est très bien de pouvoir tout faire. J'ai appris beaucoup de trucs de moi-même, comme pour la création de site internet. Ça prend du temps, et voilà, du coup ça c'est très intéressant. Faire des vêtements, voilà, faire des trucs, tout ça c'est bien acheter ses pièces, essayer de pas trop suivre les tendances non plus, parce que voilà, des fois tout le monde peut réclamer, je sais pas, un pneu rose ou violet, et au final on en commande plein, et en fait ça se vend pas. Voilà, des fois faut faire attention à l'emballement des réseaux sociaux ou des gens aussi, mais bon, ça c'est en règle générale, je pense. Oui, il n'y a pas que dans le monde du vélo, je pense. Oui, c'est ça, tout le monde veut la dernière voiture machin, mais le dernier Swift Thrasher. Et au final, ou la dernière paire de Vans machin, mais au final, est-ce qu'ils s'en vendent beaucoup? J'ai une dernière question sur le plan, on va dire, professionnel, pour ensuite qu'on attaque le vif du sujet. C'est toi qui as bossé à Quick du coup en tant que manager, parce que du coup tu gérais une équipe pendant assez longtemps de ta vie. Ça fait quoi de passer de gérer une équipe de, je sais pas, 10, 12 personnes, voire plus des fois? Ouais, c'est ça, en moyenne, par contre. Donc de passer à ça, à être tout seul dans son bureau et se dire ok, maintenant je fais quoi? Alors c'est vrai qu'il y a des jours où il faut trouver la motivation, après il y a toujours quelque chose à faire. Après c'est vrai que voilà, se donner un rythme tout seul c'est pas toujours simple. Après sincèrement, justement, pourquoi est-ce que je suis parti de Quick aussi, c'est parce que justement théoriquement on avait 10 à 12 personnes sur le planning, mais en fait les nouvelles générations, il y en a plein qui en fait dès qu'ils toussent ne viennent pas travailler, ou en fait ils se sont mis une murge, donc en fait on vient pas, on n'assume pas. Et du coup devoir trop compter sur les autres pour pouvoir bosser, à un moment où en fait c'est pénible en fait. C'est pénible, et là au moins si ça ne marche pas, ou si j'ai pas fait quelque chose, je peux m'en prendre qu'à moi-même, sachant que je suis très exigeant envers moi-même et envers les autres aussi. Je déteste me répéter 2 fois, c'est mon gros défaut. Du coup, être au shop tout seul, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour le boulot, pour le côté humain. Être tout le temps tout seul non plus, quand le téléphone sonne pas, quand derrière un écran, c'est toujours bien, mais c'est pas top non plus. On se connaît pas forcément, c'est pas le bonjour, pas d'au revoir, ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas simple. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où je suis content le soir ou le week-end de sortir pour voir les copains, et pour faire du vélo, pour faire d'autres trucs, pour voir un peu plus de gens, parce que c'est sûr que au Quick il y avait du monde, ça bougeait tout le temps, et des clients on en voit tout le temps. Donc, Moi je voulais reparler d'un truc que moi j'ai pas eu la chance de connaître, c'était Get Tight en fait. Ouais. Je sais pas si je le prononce bien, mais qui était le seul skatepark couvert sur Caen. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, ce que tu en as vécu, comment ça s'était passé? Alors moi en plus, j'ai commencé le BMX assez tard, et du coup je l'ai vécu sur la fin en fait de Get Tight. En plus sur genre les 3 dernières années, et j'y allais pas tout le temps parce que j'habitais à 15-20 km de Caen. Donc j'y suis
pas allé beaucoup de fois, bon quand même si des cartes 10 entrées j'ai dû en exposer quand même un peu, mais principalement on y allait le vendredi soir avec 2-3 autres copains où on demandait à nos parents de nous emmener en voiture. On y allait le vendredi soir parce que c'était la session BMX, il n'y avait pas de créneau mais c'était la session BMX où on pouvait rouler avec à l'époque ce qu'on appelait les plus anciens ou les plus expérimentés. En tout cas ceux qui roulaient depuis plus longtemps, ouais. C'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens, Bernie, Clément Baès, Antoine Ganso, Maxime Bellache, Totof, et plein d'autres, Johan Lamer encore. Et encore Johan, je le voyais pas trop à Guétail, je le voyais plus au champ de boss et en street. Ça c'était une belle période où on avait un skatepark couvert. Un skatepark très compact, mais très bien fait, parce qu'il y avait de tout. Il y avait de tout et quand on savait rouler Guétail, on savait rouler partout parce que il était très compact et du coup très technique. Mini à Spine, mini à Volcano, Vertwall, Funbox, Grand Plan Inc, table, rail, une courbe où on pouvait faire du fly-out avec un matelas, différents curbs. C'était un hangar avec des poteaux donc il fallait faire attention de ne pas sortir de la Funbox parce qu'il y avait un gros poteau sur la gauche. Mais vraiment très bien. Vraiment très bien. Après voilà, c'est vrai qu'en Normandie on avait besoin et on a toujours besoin du coup d'une structure couverte. Du coup celui de Rennes, il y en avait un à Rennes aussi. Celui de Rennes a fermé et celui de Caen a fermé aussi. Le gars avait des petits problèmes personnels et financiers et du coup il est parti et il a laissé tout ça tomber. Sachant qu'il y avait un très gros shop collé au skatepark. D'accord. Très gros shop roller, BMX, skate qui était vraiment grand et ouais c'était bien. Donc du coup en fait, je reviens un peu sur le pro, mais du coup en fait t'es pas le premier shop BMX sur Caen, il y en a déjà eu du coup en fait. Ah ouais, il y en a déjà eu D'accord, j'avais pas eu Guétail. Après il y a Truck Sport qui faisait du BMX quand Guétail a fermé, qui avait plusieurs copains du coup du BMX qui bossaient là-bas. On arrivait à avoir un peu de matos, même si le patron était très bête. Donc quand il y avait nos potes qui bossaient là-bas, on avait du matos. À partir du moment où ils étaient plus. Et au moment où ils n'étaient pas là, c'était compliqué. Même avoir des pièces sur commande, le patron, les vendeurs, du coup, ils notaient dans le cahier de commande, mais le patron, il supprimait les trucs. Donc t'attendais. Moi, je dois encore attendre une roue à cassette triple paroi en axe de 14. Je pense que ça doit faire 12 ans que je dois toujours l'attendre. T'as commencé à 17 ans. Du coup, t'as pas commencé sur Caen? Non. T'as commencé sur la côte? J'ai commencé sur la côte de Nacre, où j'ai commencé sur du trottoir devant chez moi, principalement. Et après, je faisais 12 km aller, 12 km retour pour aller jusqu'à Ouistreham. C'était le seul skatepark qu'il y avait un peu à l'époque sur la côte, assez grand. Et après, il y a eu l'ouverture de Luc-sur-Mer, où là, Luc-sur-Mer, après, je l'ai poncé avec notamment Carlos, Florian et Marc, du coup, Carlos Charles, qui était de Luc, et Flo et Marc étaient de Douglas Délivrande à côté, à 2 km, donc ouais. Donc toi, c'est vraiment à Luc que tu t'es fait le noyau dur de tes potes avec qui t'as continué de rouler après? Ouais, ouais, surtout que moi, ils étaient un petit peu plus jeunes que moi, mais moi, j'avais pas encore le permis. D'accord. Et Florian était le premier à avoir le permis, et il l'a eu le jour de ses 18 ans, où à l'époque, je sais plus, on pouvait passer un tout petit peu avant, je crois, avant 18 ans même. Genre une semaine avant. Le jour où il a eu 18 ans, où il avait le droit d'avoir son permis, c'était genre le vendredi, et genre le samedi, on a pris sa voiture et porte-vélo et nos 3 vélos, et on allait au skatepark du Havre qui venait d'ouvrir il n'y a pas si longtemps. Donc genre dès qu'on a eu la voiture, après on a bougé tout le temps. Chaque vacances scolaires on bougeait. Généralement après on allait sur Nantes, où on passait 4-5 jours.
On dormait à l'hôtel et genre on passait nos journées au hangar. Donc t'avais quel âge du coup, cette période-là, 17-18 aussi? Un peu plus, ouais. Non, un peu plus, 20 ans, je pense. D'accord. Après, des fois, c'est ça quand on allait à Nantes, où on voyait des mecs de Bretagne arriver et tout ça, où on se connaissait déjà un peu sur les réseaux sociaux de l'époque, tout ce qui était MySpace, Skyblog, hein, comme maintenant, hein, comme des pages Instagram, où il y avait déjà des gars qui faisaient pas des vidéos, aussi des grosses vidéos, il y en a qui avaient le matos. Sinon, on était même sur des gifs, du coup, pour faire notre X. Nous, on avait Florian qui faisait notre page Skyblog. Et puis après, on avait photos, toutes les photos. C'était une époque où la photo était même plus présente que la vidéo en fait. Oui, carrément. Beaucoup plus facile d'accès. Ouais, et ouais, même pareil, pour découvrir tous les derniers tricks et tout ça, on n'avait que les photos. Que les photos et on avait que les magazines principalement. Donc plus français. Et encore, Marc qui était d'origine anglaise, du coup, lui, ses grands-parents l'abonnaient à Ride UK et du coup, nous on les recevait. Alors moi, l'anglais, c'était pas toujours ça, mais au moins pour voir les images et pour voir un autre style. Parce que en Angleterre, c'était principalement que du parc, 100% parc. Soit que des mecs en pure street. C'était très différent, même au niveau des magazines, au niveau des pubs. On voyait pas non plus le même matos, c'était pas la même approche. Il y avait vraiment un décalage en fait. C'est pas la même culture, hein. C'est normal, Mais ouais, du coup, c'était que du papier, que de la photo. Et ouais, du coup, on avait le format A4 où on avait la démultiplication en 6, 9 ou 12 images et on essayait de comprendre comment le mec faisait son trick. Comment le gars faisait son trick. On essayait de voir que il roulait en normal ou en goofy, on essayait de voir son sens, si c'était en normal ou en oppo. Et puis après, c'est comme ça qu'on apprenait les termes aussi, hein, parce que quand on commence, comme d'hab, on est tous passés par là. On dit un wheeling, un grind, un machin. Du coup, après, on comprend le feeble, le 50-50, le Smith. Est-ce que tu te rappelles de la première photo de toi sur un vélo que tu aurais posté, que Florian aurait posté sur cette Skyblog? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je suis pas sûr que ce soit de moi, mais peut-être plus de mon vélo, du coup. Après, je me souviens d'une photo de moi, du coup, quand j'ai eu mon vélo Décathlon, je pense, comme d'hab, la photo des parents qui offrent le vélo. Non, moi je te parlais quand tu commençais déjà à rouler vraiment et que justement cette histoire de Skyblog avait été lancée. J'imagine que vous postiez des photos, etc. Peut-être juste une hauteur sur la table à Luc ou un tel tap. Peut-être un bunny déjà, peut-être à l'époque aussi. Un grind, je pense. Ouais, je pense principalement sur la table. Ouais. 2 pegs, frein, rotor aussi. Pendant pas mal d'années. J'ai toujours eu des pegs ou micro-pegs. J'ai jamais roulé pegless. Du coup, vu qu'on parle de ça, je vais te poser la question qui tue, mais est-ce que le BMX c'était mieux avant? Toi qui as du coup eu la chance de voir l'évolution de tout le BMX, est-ce que le fait qu'à l'époque de pas être, on va dire, d'avoir des overdoses de vidéos tous les jours, de tout et n'importe quoi, d'avoir juste du papier, de devoir comprendre comment le mec faisait ses tricks, d'avoir pas forcément les nouveautés des pièces, etc., de même des fois découvrir des personnes, alors qu'aujourd'hui tu fais 3 clics sur Instagram, tu découvres n'importe qui. Alors moi je trouve que le BMX c'était, en règle générale, c'était mieux avant. La vie en règle générale était mieux avant pour l'échange entre les personnes. C'était mieux, voilà, on n'est pas sur un téléphone à se regarder ou à s'écrire, où on se comprenait mieux, il y avait plus d'échanges. Par contre là, je trouve que ce qui est mieux maintenant, justement, c'est un peu la facilité à tout avoir, quoi. C'est-à-dire avoir des pièces de vélo, maintenant en 24 heures on peut avoir ces pièces, on peut avoir accès à toutes les pièces. Avant limite c'était par correspondance presque, parce qu'il y avait soit c'était par téléphone, soit en fait on commandait avec un bon de commande qu'il y avait dans les magazines aussi. Truc pénible pour les pièces, là je reviens sur la partie shop ou même pour les marques. En fait maintenant ils mettent trop en avant presque des prototypes ou des coloris directement sur les réseaux sociaux, sachant que c'est des prototypes, donc il va falloir les tester pendant 6 à 9 mois. Ensuite,
il y a le temps de construction et ensuite il y a le temps que ça arrive chez nous. Donc des fois, les gars ils voient un pneu ou quelque chose qui va arriver maintenant. Enfin maintenant sur les réseaux sociaux, sauf qu'en fait ça arrivera pas avant un an chez eux quoi presque. Donc il y aura eu d'autres marques qui auront fait d'autres trucs sensiblement pareils, peut-être même en mieux, etc. Ouais, c'est ça, où au final la pièce sortira jamais, le coloris sortira jamais. Après c'est vrai que il y en a qui font ça, il y a certaines marques, je pense surtout à Primo Stranger qui fait ça parce qu'en fait il voit si les coloris plaisent ou pas, en fait ça lui permet de faire un pré-sondage en fait, de voir ce qui peut sortir ou pas. Après pareil pour les vidéos, c'est vrai que pour moi maintenant j'ai plus le temps de voir toutes ces vidéos là et encore il y en a moins qui sortent. Mais c'est vrai que je me souviens qu'il y a 6 ou 7 ans, tous les jours j'allais sur The Come Up, il y avait 15 vidéos, sur Soul c'était pareil, il y avait tout le temps ou Simplified avant et heureusement qu'ils sont revenus d'ailleurs. Pour déjà faire un pré-tri de tout ce qu'il y avait vraiment à voir ou pas. Ouais c'est ça, et des fois il y avait tellement de trucs qu'en fait on loupait une vidéo on va dire importante. Après ce qui est bien c'est que c'est ça quoi, avant on chiait pour comprendre un tricks, maintenant on peut le voir presque de 4 façons différentes, on peut revenir, on peut recliquer dessus, on peut mettre doucement, trouver les spots c'est mieux aussi, avoir plus d'infos, parce que avant je parlais réseaux sociaux mais réseaux sociaux de l'époque, mais c'est vrai qu'on avait des forums comme BMX Info à l'époque où là on pouvait rencontrer des gens. Il y avait les spots, il y avait spot, matos, rencontrer les gens, chat. Et bon là c'était marrant parce qu'il y avait déjà des haters ou des gens qui partaient un peu en couille à se moquer des plus jeunes et tout ça. Bon, je ne citerai pas de nom, ils se reconnaîtront très bien. Mais non, mais après c'était déjà rigolo. C'était un peu comme maintenant avec la team BMX France. Par exemple, il y avait déjà ça à l'époque en fait. Okay. Ça changera jamais. Il y a 25 ans où il y avait un vélo pour tout faire. Je pense que là on pouvait dire qu'il n'y avait pas de différence. Ils avaient un vélo, les mecs ils faisaient du flat, de la rampe, du street. Ils avaient 4 pegs, un rotor et les mecs ils faisaient autant de street, de park que de flat. Le vélo c'était comme ça en fait. Ils faisaient du BMX. Alors qu'après petit à petit on est allé se mettre un peu dans des cases et c'est là où c'est dommage. Mais même quand j'ai commencé, c'était déjà comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que ça manque les mecs qui font de tout? Parce que c'est vrai que maintenant, dès que tu commences le vélo, limite il faut que tu choisisses dans quel camp entre guillemets tu vas aller. Mais est-ce que toi aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, est-ce que tu te dis pas, ça manque en fait ce genre de personnes là Pour moi, il y a toujours des gars qui seront toujours ultra polyvalents. C'est juste qu'en fait, on les montre ou ils se montrent dans une catégorie. Mais des mecs polyvalents, il y en aura toujours et tout le temps. Tu mets Larry Edgar, regardez son Instagram justement, le peu de street qu'il fait, il roule très très bien. Moi, je pensais plus à Denis moi du coup, qui expose un ball et qui peut aussi c'est ça, mais il y en a plein, Tu mets Dan Lassé, tu le mets sur une funbox, il va te faire un 3.6 méga nosedive. Dakota Roche, il y a 8 ans, quand on voyait des images de lui dans les feats où il était en ball principalement, avant qu'il fasse principalement que des parts de street maintenant, il défonçait tout. Je suis sûr que maintenant tu le remets dans un ball, il va te le démonter quand même. Comme Devon Smiley aussi, qui était ultra fort en ball, qui doit toujours l'être. Qui doit toujours l'être, mais bon, à part faire des fakis à 2 à l'heure, maintenant je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, après, ça c'est mon avis. Eux-mêmes, ou les marques, ou nous, en tout cas, dans notre tête, on les visualise que dans un truc. Mais des riders polyvalents, il y en a plein et tout le monde sait faire plein de trucs. À part peut-être aller faire du pur flat, mais sinon après tout se mélange. Et encore, même le flat maintenant, du coup, on dirait ça avec Mathias ou même d'autres, du coup, où on mélange flat street, nous on leur prend. Non. On peut pas dire qu'on prend parce qu'il n'y a aucun trick qui a inventé en fait, c'est juste des questions de mode et des questions de cycle. Comme là le crank flip qui revient depuis plusieurs années, moi quand j'ai commencé le vélo c'était la base le crank flip, donc après ça a été un peu oublié. Et voilà, un jour on reviendra à faire que des bunny tables, ce sera la tendance par exemple. Il y a toujours des trucs qui sont plus ou moins tendance, mais
avoir vu tellement de vidéos quand j'ai commencé, à part peut-être en parc sur des méga funbox et tout ça, tout a déjà été fait. Ouais, après maintenant c'est du combo quoi, on rajoute du c'est toujours plus tricks, toujours plus quoi, on rajoute un bus avec un Smith qui fait un certain. Est-ce que c'est pas quand même à l'image de ce qu'on vit aussi au jour le jour, dans notre vie de tous les jours, du toujours plus, toujours rajouter quelque chose et par moments oublier les choses simples? Ah bah oui, c'est clair, on veut toujours plus, que ce soit en termes dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le matériel ou pour se montrer où je suis là, moi j'ai ça, j'en ai toujours plus, j'en ai une plus grosse. On en revient toujours à ça. C'est toujours ça, ouais, mais après ça je pense que, moi j'ai pas fait de psychologie, hein, mais je pense que c'est rien de nouveau dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle société, il y a toujours eu cette tendance-là en fait. Ouais. Et par contre, on ne peut pas dire que ce soit une évolution positive. Ouais. On peut dire que c'est un changement, mais pour moi une évolution ça doit être positive, et je suis pas sûr que ce soit tout le temps positif, que ce soit dans le BMX ou dans n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans le monde du BMX qu'il y avait, je sais pas, hein, c'est vraiment une question, qu'il y avait par exemple à une époque et qu'il n'y a plus aujourd'hui, et tu dis ça manque, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui qui disent ouais mais ça on s'éloigne quand même du délire du vélo de base, ou je pense notamment aux grosses compètes ou des trucs comme ça, est-ce que après chacun voit ça C'était ça, ouais, l'évolution des compétitions et des skateparks, hein, tout simplement. En fait c'est pareil, hein, c'est des évolutions qui sont venues au fil du temps. Les contests ont changé, mais parce que les modules ont changé, les concepteurs de skatepark ont changé. Avant, comme je disais, il y avait un vélo et les mecs ils faisaient tout, il n'y avait pas un contest street, un contest parc déjà, c'était... Mec il faisait tout, il y avait tout, et dans la ligne avant la funbox, il y avait un rail ou peu importe quoi. Et toi tu trouves ça dommage du coup je trouve ça dommage, ouais, des backyards comme il y avait à l'époque, ça c'était chouette, Après bon, c'est pas mal d'avoir des compétitions que ball, comme la Vans Cup, ça c'est vraiment chouette. C'est bien d'avoir des compétitions que parc. Par contre c'est la tendance au skatepark ou au street ou comme il y en a qui soulignent en ce moment, on est vraiment sur du mini street quoi. Maintenant c'est là où on veut faire plus de combos. Ouais c'est chouette, mais en même temps on est sur un curb de 20 cm quoi. Ouais. Alors qu'avant on faisait peut-être moins de combos, par contre quand le mec il tapait un rail, c'était pas un rail qui faisait rigoler quoi. Alors que maintenant c'est clair, on veut rouler sur un rail et sortir en whip, mais par contre c'est des rails de parking quoi, donc c'est des rails à hauteur de potence maximum quoi, donc c'est pas comme le free coaster où on gagne pour faire des tricks, mais je trouve que on perd en vitesse, et encore après ça dépend des riders, mais là on parle des meilleurs, on va avoir une Garrett ou des Nissan Frico, mais après en règle générale sur la globalité, sur des mecs qui roulent comme tous les jours comme nous, c'est bien pour apprendre certains tricks, mais en même temps je trouve que ça fragilise un peu le ride. On va repartir un peu dans le passé, parce qu'à la base c'était quand même ça. On s'éloigne pas mal, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a matière, donc moi j'aime tout autant. Je voulais qu'on reparle quand même 2 secondes de Key West et d'une marque qui aujourd'hui je ne sais pas où elle en est, parce qu'on n'a pas de nouvelles, c'est Done for Life. Parce que tu as été quand même un acteur des deux assez longtemps. En tout cas, tu as représenté les deux. De Key West, Done for Life, j'ai pas représenté beaucoup. Done for Life, ça existe encore. Hein. C'est une marque de fringues qui était sur Cherbourg. D'accord. Déjà, je crois qu'elle était sur Caen, tu vois. Non, les deux créateurs sont de Cherbourg. Donc ouais, Key West, ça a été un de mes tafs et puis un de mes sponsors. Un de mes sponsors avec Nike 6.0 à une époque où j'étais pas officiel Nike 6.0, hein, mais Key West m'aidait au niveau des fringues. Et Done for Life, non, j'ai dû représenter sur la fin de là où ça marchait bien, parce que en fait c'était surtout avec Guillaume Marissoaski où du coup on se déplaçait beaucoup. Et en fait, pour aider nos copains de Done for Life, en gros, on se faisait presque commercial. En fait, on prenait des cartons de fringues, et puis quand on allait au Mans, et en fait, on disait ouais, on vient rouler, et puis en fait, on ramenait, et puis en fait,
on vendait les fringues et puis en fait on ramenait l'argent, mais nous on prenait rien, c'était comme ça, c'était pour développer le truc, on aimait bien le système, on aimait bien les fringues, c'était au début où Marie-Jade a commencé aussi. Et sincèrement, je pense que si... après ils étaient étudiants, ils sont encore étudiants là les gars de Done for Life et voilà c'était un délire comme ça, où les gars ils avaient le matos pour faire les fringues, pour faire de la sérigraphie et du flocage. Et leur truc c'était de faire un délire, pas d'en faire un commerce qui était tout aussi bien aussi, mais ça aurait pu largement cartonner et devenir très gros très vite. Ah ouais? Ouais, parce que ça avait vraiment une chouette image justement d'une petite marque. Mais après c'est ça, après il aurait fallu en faire un commerce et une société. Et ça aurait sûrement perdu l'attrait aussi de cette marque-là. C'est peut-être ça c'est même ça qui faisait que la marque était bien. C'était underground, c'était petit, c'était cool. Mais ouais non, c'était chouette. C'était chouette, mais de temps en temps ils ressortent des trucs, mais bon c'est vraiment très petit et c'est que pour quelques copains quoi. Mais dans une interview que tu avais donnée pour Soul, la dernière question c'était as-tu des derniers mots? Et t'as dit merci, et t'avais dit merci pour cette interview les gars, ça fait plaisir que vous intéressiez à chez nous, il n'y a pas que le sud. Ouais. Et c'est une phrase que je trouvais qu'il fallait la souligner quoi, parce que c'est... et puis j'avais mis AA, rire derrière. Ouais, parce que dans les magasins, dans les distributeurs ou aussi dans les événements, dans les skateparks, machin, on voit principalement que le sud en fait. Mais depuis, moins maintenant qu'il y a les réseaux sociaux du coup, vraiment moins. Parce que là, le gars qui est tout seul en Bretagne ou même dans Paris, qui est tout seul dans sa banlieue ou dans le nord de la France, il a de la visibilité. Il a de la visibilité. Par contre, avant, et ça a pas trop changé non plus, même au niveau du sponsoring et tout ça, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qu'on voyait dans tous les magazines, dans tous les trucs. C'est toujours les mêmes de la même ville. Et après, du coup, le gars, au début, en gros, on va dire, il était rider. Après, il monte petit à petit, il crée sa marque. Ensuite, il devient team manager. Et puis, en fait, après, il monte sa boîte de distro ou un truc comme ça. Et du coup, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qu'on voyait à l'époque. Toujours les mêmes en interview, toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes du coup qui étaient sponsorisés, peu importe la marque. Un coup c'était Fit, un coup c'était machin. Et c'est là où c'était dommage, même si petit à petit avec les réseaux sociaux, c'est bien parce que voilà, on peut voir tout le monde. Après voilà, il y a eu des comme le Soch du coup aussi, ça permettait de voir des gars qu'on ne connaissait pas trop. On pouvait sortir sa caméra ou grâce au smartphone aussi, on peut filmer beaucoup plus vite et poster ça beaucoup plus vite. Pourtant en soi il n'y avait pas, on va dire, les gens du nord de la France n'ont pas grand chose à envier aux gars du sud parce que moi je vois on a déjà fait plusieurs contests ensemble et je pense notamment au BMX Game du Mans qui était en 2015. Où il y avait la team de Sparky qui s'était venue avec Diego Navarro, Nico Badet et Joris Coulon. Et je me rappelle très bien qu'il y avait des mecs quand même de l'ensemble de la France qui étaient venus, y compris des mecs du Sud et aussi des mecs de Paname qui, je me rappelle, faisaient des pompes avant leur run, etc. C'était très drôle. Et au final, il y avait, donc l'équipe était composée de toi, Mathieu, Soas et on avait Joris Coulon en guest. On n'a pas gagné, on a terminé deuxième. Ouais, enfin sur le podium quoi. Ouais, et les premiers c'était les Bretons donc. Et les premiers c'était les Bretons. Donc. Qui étaient accompagnés de Dinkus. Ouais, c'est ça. C'est histoire de dire que au niveau. Oui. Ah ça par contre ouais, en plus c'est clair et c'est sûr, donc c'est clair qu'on n'a pas forcément à envier par rapport au sud au niveau riding, même si eux ils ont plus de spots, ils ont plus de soleil. Il y aura toujours des petites perles à droite à gauche, des petits gars qui vont sortir du lot alors qu'ils roulent un trottoir. Et tu penses que c'est dû à quoi ça, le fait que certaines régions vont être plus en avant, le fait que les magazines, que les personnes qui interviewent soient directement de là-bas, parce que
Ou est-ce que c'est vraiment purement géographique? Alors moi j'ai plus que ça, c'est du copinage en fait tout simplement. Ouais. On connaît bien les personnes de telle marque ou machin, ok, bon bah vas-y, bah tu vas rouler pour cette marque là, machin, tu connais tel mec de tel shop, ok, machin, donc on va te mettre en avant. Ouais. Et c'est pas à leur en vouloir à eux, mais c'est comme ça qu'est malheureusement le système, et c'est pour ça que moi je suis content de... je rebondis là-dessus pour revenir sur le shop. Et c'est pour ça que ouais, je suis très content d'avoir une team où il y a des mecs qui m'écrivent ouais machin, il est dans ta team, moi je le trouve pas très fort, bah c'est très bien. En attendant, moi ça me va très bien d'aider un gars déjà de ma région ou du coin, et d'aider un gars qui en fait tout simplement pour moi représente bien le shop. Des gars très forts, il y en a partout, et il y en a des très bons, mais des très cons. C'est pour ça que ouais, moi je préfère sponsoriser un gars qui est peut-être moins fort sur le papier, ou parce qu'il va faire moins de whip, ou il va aller moins haut, il va faire moins de grind, machin. Ou moi je fais mieux, moi, ok. En attendant, moi ça me va d'aider un mec comme ça, plutôt que d'aider tout le temps les mêmes. Je reviens 2 secondes sur la team du shop, parce que je trouve que c'est important quand même d'en parler. Je pense notamment à Léo et Julien, du coup, qui sont les 2 plus jeunes. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important de s'entourer de jeunes en général, et de pouvoir justement leur permettre une visibilité que par exemple je pense Philippe ou Benjamin peuvent déjà avoir en fait, alors que est-ce que tu trouves que ton rôle en tant que patron du shop, et au-delà de ça, en tant que personne qui a un bagou au niveau du vélo, est-ce que c'est important pour toi le passage de flambeau entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose que... C'est pas le passage de flambeau, mais c'est mettre en avant des gars qui méritent, plus ou moins jeunes. Après c'est vrai que là avec Julien, après ça pose un problème aussi, c'est de faire attention à ne pas les dégoûter du vélo, tout simplement. Parce que je veux aussi qu'ils continuent à prendre du plaisir, ne pas imposer, on n'impose pas le matos à un rider parce que tel pneu est à la mode. Moi ce qui m'intéresse c'est que le gars il soit content de son vélo, qu'il prenne du plaisir et qu'il roule très bien sur son vélo pour le choix du matos. Et pour en venir à Julien, ouais, vu que c'est un petit jeune, ou Léo par exemple, ouais, c'est de faire attention à ce qu'ils prennent pas la grosse tête, de ne pas leur faire de mal, Ce que j'ai pu apprendre au fil du temps, avec d'autres riders du shop, du coup avec Guillaume par exemple, qui est un très bon ami, du coup que j'ai pris dans le shop parce qu'il méritait. Et au final, du coup, malgré notre amitié, au final il pensait à force que je me servais de lui, et du coup lui ça l'a blessé, moi ça m'a énormément blessé, parce qu'en fait moi ce que je veux c'est toujours pousser les autres à être mieux. C'est pour ça que quand je dis que je suis exigeant, c'est pas pour rabaisser, c'est pour toujours pousser les personnes à faire quelque chose de mieux. Comme pour Guillaume, où du coup il roule très très bien, voilà, moi j'ai essayé de le sponsoriser. Je pensais que les marques suivraient un petit peu plus aussi. Du coup il y a eu une blessure, et puis après lui il y a les études, il y a le travail, il y a la vie à côté. Du coup je pensais que ça prendrait un petit peu plus. Pareil avec Mathieu Marie, où du coup il fait des très belles photos et vidéos aussi, où du coup moi j'avais fait rentrer dans le shop parce que je trouvais qu'il méritait au niveau du riding. Très intéressant, garçon très gentil, et aussi parce que je pensais qu'il mettrait un petit peu plus le pied avec moi dans le shop, et donc dans le BMX. Et moi en gros ce que j'aurais voulu pour Mathieu, c'est que ça devienne le Vincent Perrault, le Adrien Picard dans le BMX en fait. Alors peut-être que je l'ai pas assez dit clairement, ou peut-être que j'ai pas assez poussé. Alors après moi je veux bien ouvrir la porte. Par contre je vais pas non plus te tenir la main pour monter chaque marche, et je veux bien accompagner, essayer d'aider. Si on me pose une question, je veux bien répondre. Par contre si tu veux rien faire, tu fais rien quoi. C'est comme ça que je vois le shop. Donc ouais, pour vous dire que voilà, au niveau du choix de la team, ça peut être
ça peut être très varié. Benjamin, quelqu'un que j'aimais très bien, je trouve qu'il développe très bien le BMX, il essaye de faire des contests, il essaye d'aider les autres gars dans leur choix de matos, très gentil, il se bouge beaucoup. Philippe Pantenot, pareil, du coup, petit dernier, en même temps, qui est rentré en même temps que Julien dans le shop. Je trouve ça génial que du coup, alors, il est très fort, ok, que le mec il ait son propre terrain, qu'il construise ses propres modules, qu'il fasse ses propres trucs, qu'il fasse de la photo et de la vidéo en essayant de montrer un bel aspect du BMX. Ça c'est chouette, Moi je trouve ça chouette d'essayer de l'aider du coup à avoir un petit peu plus de visibilité, même si du coup là pour le coup c'est lui qui m'en apporte, Est-ce que le fait maintenant Instagram tu publies et tu as de la visibilité, est-ce que toi c'est quoi l'œil que tu as par rapport à tous les gars qui sont sur Insta et qui dit comme a beaucoup de visibilité, dit ouais sponsorisez-moi tout de suite, j'ai rentré un truc flat machin, toute cette idée là en fait du sponsoring qui était pas comme ça je pense à une époque non plus quoi. Après c'est pas que dans le BMX, je pense que surtout sur Instagram où en fait que ce soit dans le BMX ou pas en fait, allez on va dire une personne sur 3 si elle poste une photo c'est presque pas pour avoir un cadeau ou pour avoir soit c'est pour avoir de la reconnaissance, des likes, soit en fait c'est limite pour qu'une marque me contacte pour être blogueuse, pour être influenceuse. Et dans le BMX, il y en a plein qui pensent que c'est pareil, mais avec des pièces de vélo par exemple. Sachant que des vrais mecs sponsorisés dans le BMX, c'est-à-dire que tu arrives, tu es bon, on te donne tout à 0€, on te donne tout, on paye tes déplacements et tout ça. Ça doit même pas tenir sur les doigts d'une main quoi. Je pense que voilà, il y en a plein qui pensent que sponsorisé c'est on arrive en limousine, voilà la vie de rockstar. Ouais c'est ça. Alors qu'on est loin de ça, il y avait eu encore dans Sous il y a quelques années, peut-être pas sur le magazine mais peut-être sur le site, et on voit encore sur iDuke où des mecs qui sont pour nous pros et qui sont sponsorisés machin, mais en fait les mecs bah du coup ils dorment dans leur voiture pour pouvoir aller se déplacer, enfin et ça existe dans tous les sports, dans tous les sports, je vois le tennis où du coup on peut se dire que les gars quand même ça reste du tennis donc c'est plus fort que, alors que bah du coup en fait ils traînent en caravane sur toutes les compétitions, pareil en athlétisme, voilà donc faut pas croire que sponsorisé, c'est on arrive, on a un vélo tous les 2 mois tout neuf, on a 15 paires de pompes tous les mois. Après est-ce que ça c'est pas la faute aussi à certains vrais pros qui font peut-être des fois trop l'apologie de leur sponsoring sur les réseaux, je pense notamment à Sean Ricani qui poste peut-être toutes les 2 semaines des photos de ses nouvelles pompes ou de son nouveau vélo, Dakota Rush qui changeait de vélo aussi à une époque tous les 2 mois, etc. Bah non, parce que c'est ce qu'on leur... Eux du coup, qui sont quand même sponsorisés, qui eux, on leur donne tout gratuitement, bah on leur donne gratuitement mais pas pour faire plaisir non plus. Du coup ils le font et ils le font très bien, peut-être à outrance pour certains, mais c'est ce qu'on leur demande aussi en fait, c'est ce qu'on leur demande aussi. Ils sont là pour faire vendre et pour montrer les pièces. Donc moi ça me dérange pas. D'accord. Ça me dérange pas que des mecs comme Dakota Rush tout ça le font. Ça me dérange un peu plus quand je vois un mec en France, dont peut-être mes riders du shop aussi, où du coup ils disent ouais merci pour telle pièce ou pour tel vélo ou pour telle marque, alors que ils payent quand même leur matos avec des grosses réductions, c'est clair. Mais la plupart payent leur matos. Pourquoi est-ce que derrière après on les voit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je revends mon vélo machin. Moi je connaissais des mecs qui étaient vraiment sponsorisés, les mecs qui sont vraiment sponsorisés ils filent leur vélo, ils filent leurs pièces à des gamins qui en ont besoin dans la région et tout ça. Si les mecs ils sont là tout le temps à changer de vélo pour aller sur le skatepark du Fils pour dire qu'ils ont le dernier vélo total en chromé ou quoi que ce soit, du coup c'est parce que derrière
derrière ils achètent quand même leur vélo et ils revendent leurs pièces derrière pour financer le nouveau vélo. C'est ça où il faut faire attention à la notion de sponsoring. C'est pareil sur Instagram. Ouais. Les petits jeunes qui commencent, qui ont 14 ans, qui ont là, ouais, moi je veux commencer à faire du BMX, offrez-moi un BMX et je vous ferai de la pub sur les réseaux sociaux. Il y a des mecs aujourd'hui qui en fait, dans leur progression au jour le jour, en fait, ils disent pas je vais apprendre un trick pour savoir faire ce trick-là, mais ils disent je vais apprendre ce trick-là parce que c'est une base pour être sponsorisé en fait. Enfin, c'est le début, c'est comme ça que je vais devenir fort et c'est comme ça que je vais être sponsorisé. Ouais, je pense. Je trouve ça dommage qu'il y en ait comme par hasard qui commencent à faire du BMX parce qu'on va aux Jeux Olympiques. Ah, super. Ouais, très belle transition. Ah, magnifique. Ouais, je trouve ça dommage, je trouve ça très dommage, je trouve ça très dommage. En discutant avec plein de monde où du coup on voit des gens qui arrêtent la race pour se mettre au BMX freestyle et qui font partie de l'équipe de France, je pense en filles surtout, ou des gens qui étaient des filles qui étaient championnes de BMX race, du coup qui étaient déjà fédérées, donc déjà dans la fédé et tout ça, et du coup qui arrêtent la race ou voilà. Et qui du coup on les voit se met au freestyle. Et là en fait c'est pour continuer à être dans la fédération et je trouve ça dommage parce que c'est au détriment d'autres filles qui pour le coup font du BMX freestyle depuis longtemps. Du coup donc je pensais à Magali Potier en race qui arrête la race et donc, qui se met au freestyle, alors que par exemple en plus c'est dans la région, on a Alicia qui est une fille et qui est une femme et du coup qui fait du BMX freestyle et depuis longtemps et qui fait déjà des compètes, et en fait d'après ce que j'ai compris en plus qui se retrouve même pas dans l'équipe de France officielle dans les 2 ou 3 premières, mais qui se retrouve en guise de roue de secours s'il y a blessure. Pour moi c'est des personnes comme elle qu'on devrait plus aider. Et sur des points comme la fédération, où moi je prends l'exemple par exemple de Joris Bretagnol qui est dans le top 3 France, top 10 monde, qui lui du coup bosse à côté, en plus de faire ses compétitions, de faire le circuit FIS. Lui par contre voilà, maintenant avec la fédération, enfin vu son niveau, il peut accéder au statut de sportif de haut niveau, voilà. Et le statut du sportif de haut niveau te permet par exemple au niveau de ton travail de garder ton même salaire, mais en fait ils vont te laisser du temps pour aller sur les compétitions. Tu as des horaires aménagés, tu as tes week-ends, et tu as même, lui il travaille dans une grosse société, et la grosse société du coup, elle a carrément en fait un service qui est dédié qu'à ça, en fait, qu'aux sportifs de haut niveau. Et donc avant qu'on soit affilié à la Fédé pour le BMX freestyle, flat, park et tout ça, ils n'avaient pas accès à ce statut-là. Je trouve ça moche qu'il y en ait qui veulent rentrer là-dedans que pour gagner et pour l'argent, alors qu'il y a à côté de ça, il y a des personnes qui sont talentueuses et qui ont chié à côté financièrement ou qui se démerdent pour pouvoir aller faire les compétitions et développer leur sport, qui à côté ne sont pas aidés et qui là maintenant vont l'être. Donc, on a ça dans tous les sports de toute manière. Ouais. Il y a des mecs qui sont là juste pour gagner, et à l'inverse qu'il y en a d'autres qui font ça juste parce qu'ils kiffent ça. Ouais. UCI, JO, bon. Il y a des pour et il y a des contre. Ouais. Il y a des pour et il y a des contre. Quand je vois la FFC, donc la fédération française, quand je vois l'équipe de France, je trouve ça manque de riders. On a tellement de riders talentueux et polyvalents qui sont pas dans l'équipe de France. Là, on a que des machines pour du parc, alors que des mecs très polyvalents qui vont très bien défoncer un parc aussi. On en a plein, des mecs du sud d'ailleurs, hein. On va pas revenir au nord et au sud, mais je trouve ça dommage sur le choix de certaines personnes. Et surtout après ce que je déplore c'est le budget quoi. Du coup je vois qu'en Angleterre ils ont une équipe, ils ont une team qui est assez grosse en termes de riders, mais c'est surtout qu'en fait ils ont débloqué je ne sais pas combien de livres sur 5 ans pour développer, pour les mecs les envoyer dans différents skateparks, pour créer un skatepark pour ces gars-là. Ils ont kiné, ils ont masseur, ils ont, enfin voilà. Nous je sais pas comment c'est en France, mais je crois que
c'est un petit peu catastrophique et ouais, quand on voit déjà au niveau communication où c'est du Windows Movie Maker sur les premières vidéos ou la communication sur les pages, sur les réseaux sociaux et tout ça, ou avec des vieux montages. Alors déjà je trouve que l'équipe est pas toujours folle, mais qu'en plus j'ai l'impression qu'ils comptent que sur Anthony Jean-Jean. Je trouve ça dommage du coup, certes il est pas mauvais, mais je trouve ça dommage du coup d'avoir une équipe et de compter que sur un seul. Il se fait un genou, il se pète une vertèbre, au revoir, et du coup ça veut dire que théoriquement d'après la Fédé, il n'y a personne, alors qu'il y en a d'autres. C'est même pas respectueux pour les autres riders en fait. C'est vrai, c'est ça. On les envoie en stage, au lieu de nous d'essayer de créer un skatepark ou d'améliorer un skatepark sur Paris, sur Lyon ou j'en sais rien, ou sur des grosses villes, au final on les emmène où ? On les emmène en Espagne, je crois qu'ils vont partir en Angleterre pour quelques jours. En gros, on va ailleurs parce que chez nous on n'a pas les infrastructures. On est une fédé, on prend un hangar, et comme un gars comme Vodka du coup se débrouille très bien sur les réseaux sociaux, sur YouTube, machin, et il a assez d'argent, certes ça fait rire des personnes, et en attendant le gars il est en train de rincer, il rince plus que certains fournisseurs et plus que certaines marques de BMX, il rince plus tous les contests, et le gars il arrive à se payer un skatepark, alors que la Fédé n'y arrive pas. Qui m'explique ? Je trouve ça hallucinant. Il est peut-être décrié, ce que je trouve ça dommage du coup, parce que au final il fait plus que la Fédé, il fait plus que certaines marques, et il fait certainement plus que ce que moi je peux faire en tant que shop de BMX. Et s'il peut aider, tant mieux. S'il peut voyager pour lui et payer un road trip de plusieurs gars aux États-Unis et te faire une belle vidéo en prenant un bon filmeur et tout, tant mieux. Tant mieux. Quel autre personne fait ça ? Quel fournisseur français fait ça en ce moment, de payer un trip de 15 jours à plusieurs riders aux États-Unis avec un filmeur et tout ça ? Personne ne le fait. Pas n'importe quel filmeur en plus. Personne ne le fait. C'est pas la Fédé qui va le faire non plus quoi. On prend un mec, un entraîneur de trial, machin. Il y a d'autres anciens qui sont là, mais bon. Ouais, je sais pas. Je comprends pas tout là-dessus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Je voulais avoir ton avis sur, justement, on parlait de Vodka justement. Je voulais qu'on parle on va dire la démocratisation entre guillemets du BMX sur YouTube, et le fait que maintenant quand tu parles BMX sur YouTube, tu vas pas penser à des props en fait. Tu vas penser à des gars comme John X, tu vas penser à des mecs comme Austin Nogi, tu vas penser à des mecs justement comme Vodka Prod. Je voulais avoir ton avis là-dessus, sur tout le délire de maintenant, pas forcément que des vlogs, mais de tout ce genre de vidéos là, par rapport à toi qui as un vécu par rapport à la vidéo, t'attendais 3 ans pour avoir un DVD de rider que tu connaissais même pas. Alors moi je suis ça, mais c'est pour le shop et pour me tenir au courant, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, j'ai moins de temps en fait pour voir les vidéos en règle générale. Et c'est compliqué d'essayer de tout voir, toutes les nouveautés des marques, ou de voir toutes les dernières vidéos et de suivre tous les petits jeunes, ou de suivre n'importe qui. Il y a beaucoup de contenu, donc c'est très difficile de voir tout. Mais en plus de voir ça, Vodka, je vois qui c'est, je regarde ses vidéos BMX. J'ai jamais dû regarder une vidéo de lui en gaming par exemple. John X, j'ai regardé certaines, les premières au début, mais quand on voyait du riding. Après moi, me balader dans LA, descendre de ma BMW ou de ma Mercedes, et me monter trois vélos de couleurs différentes, et aller chiller avec une Sony dans la rue, ça m'intéresse pas, J'en regarde certains, je me dis que ça peut être très intéressant, mais au final c'est toujours pareil. En fait, il y a un titre attrayant, c'est genre je vais vous montrer telle pièce, Primo Stranger, Rich du coup, qui dit bon aujourd'hui je vais vous montrer ça. Du coup on a une vidéo de 10 minutes,
Au final, la pièce, on va l'avoir 30 secondes, on n'aura même pas d'explication technique et tout. En fait, ça va être genre blabla. Donc on va voir le mec, il va sortir de sa voiture, il va prendre un café dans l'entrepôt, il va aller dans l'entrepôt, il va dire bon bah alors aujourd'hui machin, donc on le voit, il va aller jusqu'au truc et tout, il croise un gars, il discute et tout. Donc on a 10 minutes de blabla pour 30 secondes de pseudo-information. Et j'ai pas le temps, j'ai matériellement pas le temps, comme il disait dans Dick Neck. Et je trouve ça dommage du coup de faire des super contenus, de se faire chier à allumer une caméra, de faire un montage, de se faire chier à le poster pour avoir un truc, moyen quoi. Mais après, quand on voit ces mecs-là, ils postent des vidéos de balade tous les 3 jours et ils tapent 1 million de vues sur chacune des vidéos. Va comprendre. Et à côté de ça, toi ou je sais pas qui, Valentin Pluchet va faire une vidéo intéressante sur le montage et sur le dévoilage d'une roue et va taper 70 vues. Du coup, on peut pas tout comprendre sur la YouTube monnaie apparemment. Mais ouais, c'est dommage parce que du coup, on a du contenu pas très bon, mais qui est vu je ne sais combien de fois. Et à côté de ça, on va avoir du très bon contenu et qui va être vu très peu de fois. Et c'est ça qui est dur, hein, c'est ça qui est très dur. C'est pour ça que moi, avec le shop, du coup, j'ai pas encore le temps ni l'énergie pour essayer de faire quelque chose sur YouTube parce que des scénarios, des trucs, j'en ai plein. Tout est écrit. À un moment, je devais faire ça pour Soul, je devais faire plein de trucs. Mais au final, quand on voit le temps et tout ça, et puis il y aura très peu de personnes qui vont le voir. Et c'est dommage, c'est noyé dans tout ce flot de vidéos, d'informations. C'est toujours très compliqué, quoi. Il y avait une interview de Dakota Rush qui a été reçue dans un podcast justement de skater. Je sais pas si tu as vu ce truc là. Je l'avais pas vu, je l'avais pas. Et en fait, à un moment donné, le skater en question, qui doit être un skater ultra connu, mais j'ai pas du tout la ref, lui pose la question justement de savoir s'il y a des vlogs aussi dans le BMX, etc. Et Dakota Rush, il dit une phrase qui est juste trop vraie, qui dit ça m'attriste parce qu'aujourd'hui les vlogs font plus de vues que des vidéos de marque edit quoi. Où le gars il s'est saigné pendant X mois, X sessions, il s'est dépassé, il s'est blessé, il a cassé du matos, il a cherché des spots en street principalement, ou même en parc, le gars il a essayé 40 fois un truc pour faire 1000 vues, alors que c'est ça, une balade avec une GoPro HD va faire 1 million de vues. Mais pareil, on comprend pas toujours, hein. Je vois Philippe Cantenot, rider du shop, qui a une chaîne YouTube qui marche très bien. Certaines de ses vidéos font 1 million de vues et c'est pareil pour plein de trucs, hein. Moi je vois du coup à faire des photos de pièces pour le shop, du coup pour mettre en avant des pièces. Je peux faire la même photo mais je la poste pas au même moment ou je ne sais pas pourquoi. On se retrouve dans les top explorers sur Instagram machin. En moyenne, je vais faire 100-200 likes sur une photo d'une pièce. Et là, en 24 heures, je vais faire 700 likes, quoi. Ça n'arrête pas. Après, on sait pas. Du coup, pourtant, j'utilise toujours un peu les mêmes hashtags, machin. Mais ouais, du coup, on sait pas. Tout d'un coup, je sais pas, il doit pleuvoir, les gens sont sur leur téléphone. Et du coup, il y a un engouement. Et je pense que ça doit faire pareil. Pareil quand on arrive sur YouTube, quand on voit la page d'accueil YouTube, où du coup on a nos premières vidéos. Si on voit une vidéo qu'on ne connaît pas mais qui est dans le premier truc, on a forcément plus de chances de la voir que si on allait chercher nous-mêmes une fois qu'on doit passer un cap, je sais pas, une fois qu'on a passé 1000 vues, 10 000 vues, 50 000, 100 000, après on arrive à 500 000, 1 million, machin, ça doit aller très vite. Faut qu'on demande des conseils à Kevin Mayer. Ouais, qui lui aussi fait du contenu très bien. Il y en a plein qui font du contenu, du bon contenu. Greg Masson aussi, c'est très bien et c'est des gars qui essayent de faire des trucs. Après voilà, mais c'est très difficile de réussir à faire un contenu intéressant, qui soit rythmé, je pense que c'est très très dur. Vraiment, c'est pour ça que voilà. Je dis qu'ils font des très bonnes choses. Après, il y aura toujours un détail, tu le sais toi aussi, sur une edit ou sur l'interview ou peu importe. Il y aura toujours un truc où on se dit ah merde,
ça j'ai mal fait, ou j'ai mal dit, ou j'ai pas précisé, ou j'ai oublié. On n'a pas, personne n'a la science infuse et personne n'est parfait. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'entourer ou d'écouter les autres. Un des derniers aspects que je veux parler, c'est du coup tu vas prendre 32 ans. Ouais. Et c'est comment on fait. Non, ça va aller. Comment on fait à 32 ans pour toujours garder la pêche, plus au niveau physique comment garder la forme alors que j'aimerais toujours me dire à chaque moment de mon anniversaire, je me dis ouais allez. En plus ça tombe à chaque fois sur le début de l'hiver, du coup je me dis bon allez, cet hiver j'essaie de me faire un programme, faire des pompes et tout, machin, pour me tenir en forme physiquement. Au final je dois le faire une fois et je le tiens jamais ce truc là. Après pour tenir le choc physiquement, le truc on en parlait encore hier soir en session avec d'autres qui ont mon âge et du coup le truc c'est de pas arrêter en fait, d'en faire un petit peu tout le temps. C'est ce qui maintient en physique, surtout le dos en fait avec l'âge. Après, ça dépend des personnes, ça dépend des blessures aussi. Ça dépend comment on s'en remet. Moi il y a 10 ans je me suis bien pété le poignet. Et au final c'est ce qui m'a fait arrêter les bus et sur certains gaps ou sur certains trucs ou quand il va faire froid, déjà j'ai perdu en mobilité et du coup en fait on s'adapte. Du coup une blessure, cette blessure là au poignet, ça a fait que je me suis mis à rouler breakless. D'accord. Parce que je devais arriver moins vite, je devais faire moins de sauts sur funbox et tout ça à l'époque et du coup je me suis dit tiens je vais rouler breakless, ça va un peu me freiner, ça va me donner un peu de flow et au final j'ai jamais remis de frein. Donc après ça va être ça et la motivation ça va, ça vient, c'est comme à n'importe quel âge. Après là dans l'âge, je suis un peu, j'aime bien pas perdre aussi, je suis très mauvais perdant aussi. Du coup les compétitions m'intéressent pas trop mais j'aime bien ne pas être mauvais en fait, j'aime bien ne pas être mauvais. Donc du coup quand je vois les petits jeunes machin qui font ça, j'ai toujours envie de me tirer un peu la bourre en fait. Quand même, ça. Ouais, du coup c'est pour ça qu'avec Léo depuis plusieurs années on a pile poil 10 ans d'écart. Ouais, quelques mois près mais on a 10 ans d'écart. Ouais, c'est avec Léo où je me tire un peu plus la bourre, en tout cas en session de tous les jours. Même si on roule pas pareil et qu'on fait pas les mêmes tricks non plus, mais au final ouais c'est avec lui où j'essaye de me surpasser un peu aussi. Et pareil, du coup en roulant avec des gens qui commencent ou qui réapprennent ou qui apprennent des tricks, où du coup je me dis ah ouais tiens ce trick là ça je l'ai fait il y a longtemps et au final je me dis tiens je vais le refaire ou je vais le réapprendre comme on veut. Alors des fois ça peut prendre plus de temps et des fois ça peut revenir très vite, mais c'est bien aussi de rouler avec d'autres personnes qui ont différentes visions du BMX, qui commencent ou qui commencent pas en fait, comme rouler avec toi. Hier soir j'ai roulé avec Totof qui roule très différemment avec un rotor et tout ça, et du coup hier on a fait des lignes au skatepark où au final elle m'a dit tiens vas-y on essaye de faire ça et tout. J'y aurais pas pensé de faire tout le tour du skatepark et d'aller refaire de la courbe et tout à cet endroit-là. C'est ça qui motive un peu et moins de blessures. Après il y a des fois on réfléchit trop et du coup on n'ose pas se lancer parce qu'on veut pas se blesser parce que justement il y a le choc à la famille ou le travail. Le travail en règle générale, c'est vrai que le truc qui m'a le plus handicapé sur la progression et sur le fait de me lancer, ça a été de toujours travailler depuis que j'ai commencé le BMX. Et je dis pas en études, on fait des études, on se casse la jambe, on peut continuer à aller à l'école et continuer à faire les trucs. Moi j'ai toujours travaillé. Et travailler, en plus dans des métiers physiques, dans le commerce, dans la vente et tout, donc toujours des livraisons, des machins et tout, du nettoyage à quick, pas mal de trucs, parce que même en tant que manager on fait beaucoup de choses, on n'est pas juste dans un bureau, et du coup on se prend une vôtre, on se pète le bras ou un machin, ça fait que on va pas au taf, on a moins de salaire, c'est compliqué. Ouais. Et c'est compliqué quand on a une famille, une maison à payer, un truc, voilà. C'est ce qui peut freiner sur la progression. Après, une pas trop mauvaise hygiène de vie, c'est pas trop mal, mais bon, je bois du coca, je bois de la Monster et de la Red Bull. Voilà, je bois de la bière, je mange gras, je mange beaucoup trop. Mais heureusement ça se voit pas. Mais ouais, non, après c'est... Genre on revient au matos, l'évolution du matos fait qu'on peut rouler
pour ma part, je trouve qu'on peut rouler plus longtemps et mieux. Quand j'ai commencé le vélo, on avait des vélos et ils faisaient 18 kg avec de la chaîne de mobilette, des jantes triple paroi, des cadres qui faisaient 3,5 kg, des pneus à plus d'1 kg. Là, je vois maintenant, on a un vélo de street très solide à 12 kg. Je trouve ça super, quoi, avec des géométries qui aident dans le riding, même s'il y en a pour certains justement qui trouvent que c'est pas bien, mais dès qu'on est passé au guidon plus haut et plus large, tout le monde a perdu son mal de dos, peu importe l'âge. Quand on est passé aux roues en 36 rayons, on a eu des roues beaucoup plus légères, avec des pneus plus légers. On a gagné en inertie, on a gagné en rotation parce que c'est là où on gagne le poids, les pédaliers pareil. Passer des roues à cassette et des couronnes en 44, 38 et 36 dents avec une roue libre de 13 à l'arrière, pareil, quand on est passé aux couronnes en 25 et en pignon de 9 dents, on a allégé et on cassait moins de matos parce que la couronne et la chaîne étaient plus petites, donc on tapait pas sur les copings ou sur les curbs. Toutes ces évolutions-là techniques de matos font qu'on peut rider plus facilement et plus longtemps. Donc après, là c'est vraiment... moi j'ai toujours su, parce que j'ai toujours suivi le matos, mais c'est vrai que voilà... en plus là maintenant avec le shop, je suis vraiment l'évolution du matos. Il y en a qui pensent que tel pneu ou tel machin c'est fait que pour vendre. Pour moi, de moins en moins. La couleur peut-être. Après il y a vraiment des aspects techniques où la plupart des gars ne lisent pas. Il y en a plein qui ne lisent pas, qui regardent pas leur boîte mail pour voir où est-ce qu'on est leur colis, pour voir les conditions d'achat, du coup voir que leur colis va arriver en temps de jour, que les frais de port c'est tant, et pas lire les fiches techniques pour se tromper de taille, pour machin. Ouais, faut apprendre à lire les gars. Faut pas savoir qu'un fricot, t'as pas besoin de pédaler en arrière. Ouais, voilà, ça, ouais, ou m'appeler un dimanche soir à 22h pour savoir si c'est dispo et c'est à quel prix, y a le site internet pour ça, quoi. Ouais, ça c'est la partie la moins bonne du shop, du coup. Juste en fait, il faut juste lire. Après avoir des conseils, savoir quelle pièce est mieux pour ça, il n'y a pas de souci, mais pour connaître un prix et savoir si c'est dispo. Chaque shop se fait chier à faire un site internet à jour tous les jours pour pas avoir à répondre à ce genre de questions. Après avoir des questions techniques et tout ça, savoir si c'est compatible, avoir un avis, il n'y a pas de souci. Je l'ai encore fait hier toute la journée en faisant des questions Instagram. Bon, rouler tous les jours pour en revenir à la question initiale. Rouler le plus possible. Prendre du plaisir en fait. Il y a plein de fois où je ne progresse pas et c'est pas grave. Je prends du plaisir. Je fais mes trucs. Mes trucs comme avant, dans mon petit parc tout pourri de la ville de Caen. On vous dit pas merci. La ville de Caen, mais ouais, voilà. Si tu devais citer un rider là, on va dire internationalement, ouais. On va dire des 3-4 années, et en expliquant ton choix du coup. Qui est-ce que tu le vois, tu fais putain, je prends mon vélo et je vais rouler tout de suite. Ouais, je te laisse 3 choix, allez. Ouais, c'est ça, ouais. Dans mon style de riding, vraiment dans ce que je veux faire. Parce qu'après, il y a toujours un rider que je trouve qui défonce, mais je trouve ça génial ce qu'il fait, mais je veux pas forcément faire comme lui en fait. 3 riders, Dakota Rush, Dan Lacey. Dans les dernières années, ouais, c'est principalement les deux qui me motivent le plus. Après, des inspirations, j'en prends un peu. Est-ce que ton choix de Dakota Rush et Dan Lacey, est-ce que c'est aussi lié que tu les suis du coup depuis vachement longtemps, parce qu'ils font du vélo quasiment depuis même plus longtemps que toi, et donc du coup tu as commencé avec eux? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu as aussi un affect entre guillemets, enfin je ne veux pas parler d'affect mais... Oui et non, parce qu'après j'en suis plein aussi. Du coup tu m'as dit 3-4 dernières années, pour moi Stevie Churchill compte plus parce qu'il roule plus, et pourtant il m'inspire. Ouais, tu vois, en troisième si on prolonge, mais je sais pas ce qu'il fait à part se faire des catogan, pousser les cheveux et faire des manuels de 180. Après, certes, il s'est blessé, mais bon, et en plus, tout le monde s'émoustille sur un os 180, maintenant sur un curb. Alors que ouais, les dernières grosses parts où il était encore en cassette, ça démontait tout et c'était grosse inspiration.
Mais c'est pareil, c'est du gros riding, donc là c'est de l'inspiration, mais faut se balancer quoi. Ouais. Mais ouais, alors que tu vois, du coup, dernièrement je trouve qu'il fait plus rien, alors que ouais, voilà, en troisième, lui il m'a bien inspiré, mais sur une courte période, alors que oui, tu as raison, ouais. Dakota Rush, Dan Lassé, c'est des gars que j'ai toujours connus, toujours vus, comme Chezo, comme plein d'autres, du coup, qui roulent encore, ouais, et qui roulent encore. Si tu devais passer une session avec des pros, au choix, ce serait ces deux-là? Avec Dakota Rush et Dan Lassé? Oui, pour une session pour vraiment kiffer. Et par contre, peut-être que pour apprendre des trucs, pour apprendre plus de trucs, du coup, faire une session pour m'améliorer ou apprendre d'autres choses ou avoir un déclic, je sais pas, tu vois, Larry Edgar, tu vois, pour qu'il te pousse à te dire, bah tiens, là tu peux prendre la courbe, faut que tu pousses de telle façon pour pouvoir aller super haut, machin. Du coup, des tricks que je fais pas trop, du coup, qu'on dort en courbe, faire des invers, des gros 3-6 nosedive, faire des gros turn down, des look back, faire plein de trucs comme ça, où du coup je me dis bah tu vois, ça peut être tout aussi intéressant du coup de rouler avec deux gars ouais, que je kiffe, et du coup je pourrais faire une bonne session avec eux en essayant de se tirer la bourre sur des conneries, et en même temps du coup rouler avec un mec super fort mais qui pourrait sûrement m'aider à progresser sur d'autres trucs. Ça serait deux sessions totalement différentes, mais ça serait deux sessions qui me plairaient aussi, donc ouais, après ouais, il y en a un qui défonce tout, mais il est pas humain quoi. Courage Adam, du coup au niveau des mouvements, des balances et des lignes, j'aime beaucoup faire des lignes, mais je suis pas sûr qu'en faisant juste une session avec lui, il va m'apprendre à faire des noses et descendre des marches en nose et refaire un nose. Peut-être qu'il a un bouton. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Il a un cheat code, ça se trouve, comme sur certains ouais, c'est sûr, mais ouais, après des gars très bons, très forts, ouais. Garrett c'est pareil, mais ouais, voilà, il y en a plein. En France, qui m'inspire, sèche un peu là. C'est très représentatif. Pour tout dire, en France, qui m'inspire. Anthony Perrin, moi quand même, je pense que c'est une bonne session. Ouais. Ah oui, après, faire de bonnes sessions, ça c'est sûr, mais qui m'inspire vraiment en français, où je me dis quand il sort une vidéo, je me dis putain, faut que je la mate. Monsieur de La Rochelle, je ne me rappelle plus. Jesse Le Sommer? Non, pas Jesse Le Sommer, non. On t'aime, hein, mais. Ouais, mais tu fais des foot plantes, t'es disqualifié. Florent Soulas. Ouais, Florent Soulas, après c'est encore autre chose au niveau riding. C'est très dur au niveau figure, puis c'est vraiment un style avec des enchaînements de figures qui sont très durs et propres qu'à lui, du coup c'est ça qui est génial du coup. Parce que pour le copier, il faut se lever de bonne heure. Donc t'as eu l'occasion de rouler un peu avec Mathias quand même? Ouais, d'ailleurs c'était comment? On en a jamais parlé en fait, donc j'en profite. Ouais, bah c'était cool, c'est bien, il fait plein. C'est fort, c'est... Ouais, puis c'est à la cool, hein. C'est à la cool, ouais, Mathias, ouais, c'est sympa. C'est bien. Non, après, avec qui... Bah, pas en français, ouais, Dan Palais, c'était une... Alors, fait la session avec la Team BSD quand ils étaient sur Caen. Alors, j'aime beaucoup Dan Palais déjà, vraiment beaucoup aussi, en termes d'inspiration. Vraiment, les mecs, super cool. Vraiment beaucoup d'échanges, à essayer de faire les mêmes tricks, les mêmes lignes, à être aussi content quand moi je le rentre que quand lui il le rentre. Ça c'était vraiment cool, Avoir fait d'autres sessions avec des Américains, c'est différent, comme on parlait au tout début de la vidéo, du coup au niveau des cultures, où c'est très différent. Les Américains, c'est différent au niveau du ressenti, au niveau de l'échange, plus fermé. Nous, on parle souvent de Dragon Ball Z parce qu'on est fan. Ouais. Mais est-ce que au fond, cet anime-là, enfin DBZ ou l'ensemble des mangas en règle générale, est-ce que c'est pas une motivation quand même dans la vie de tous les jours? Tu vois, Son Goku, Super Saiyan, toujours dans l'idée de se dépasser, d'aller toujours plus loin physiquement, d'aller faire des trucs qu'on croyait pas être capable de faire. Est-ce qu'au final c'est pas une vision aussi qu'on peut appliquer, enfin que toi tu appliques au vélo Alors oui, on peut l'appliquer. Après non, j'ai eu BMX à un moment de ma vie où j'ai eu une perte familiale, où du coup j'ai toujours fait beaucoup de sport, où j'ai eu besoin de me dépenser, et du coup je me suis mis dans le BMX pour ne pas penser à ça. Du coup je faisais le BMX pour me défouler au début. Au début pour pas penser à des choses trop noires quoi. Et après du coup ça a été une passion, et après c'était pour vite prendre du plaisir. Ouais, j'ai
toujours aimé me dépasser en fait dans n'importe quel sport, dans n'importe. Parce que les sports j'en ai fait plein, j'en ai toujours fait. Vu que j'étais limite détecté hyperactif quand j'étais petit. Et du coup on m'a collé au sport assez tôt parce que je tenais pas en place à l'école. Et du coup j'ai fait beaucoup de sport, tout le temps. Donc après c'était l'habitude de tomber, de me relever, d'apprendre quoi. C'est comme ça, ouais. Mais pareil dans mon taf, dans les études, où justement c'est ça, ouais, dans la vie, ouais, il t'arrive une grosse merde, bah tu peux pas la changer, tu peux pas modifier. Par contre tu peux pas modifier ce qui vient de se passer ou ce qui s'est passé. Par contre tu peux modifier ce qui va arriver. C'est toi tous les matins quand tu te lèves où tu peux dire bon bah hier c'était la merde ou c'est la merde. Bah tu peux pas changer autre chose, tu peux pas changer ce qui s'est passé. Donc à toi de faire que soit toi tu ailles mieux, soit que ça se passe mieux, soit d'y arriver. Donc ouais c'est tout le temps, ouais, bah, on tombe, on se relève. Après ça se fait pas du jour au lendemain non plus pour plein de trucs. Réussir à avoir quelque chose, pouvoir s'acheter une paire de chaussures ou un truc, bah, pour ça faut travailler. Pour travailler, il faut apprendre des trucs ouais, voilà, ouais. Moi j'ai par exemple de bosser à Quick pendant 7 ans, les gens étaient là, ouais c'est fast food et tout, bah, c'est fast food, ouais, mais bon, après s'il faut nettoyer une friteuse, s'il faut déboucher des chiottes, s'il faut, même en tant que cadre, enfin voilà, s'il faut faire des trucs, faut le faire pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre et voilà quoi. Après s'apitoyer sur son sort ou sur la vie en général, ouais. Comme on disait tout à l'heure, la ville de Caen, le skatepark de Caen, bah il est pas top, ouais, bah c'est pas pour ça qu'on va pas progresser. Pareil, ouais, ça c'est vraiment dans la vie en général, ceux qui râlent sur les impôts, l'État, machin, ou des trucs, bah ouais, ok, bah c'est comme ça, en attendant, ouais, tu payes des impôts, bon bah je pense que certaines personnes sont bien contents de pouvoir toucher le chômage quand ils en ont besoin. Moi je suis bien content quand je me pète la gueule ou que mon fils est malade d'aller aux urgences et que ce soit pris en charge direct et que j'ai du monde pour pouvoir m'aider à ce que mon fils aille mieux ou nous à nous soigner machin. Quand on va qu'aux États-Unis, tu te pètes une jambe, ça te coûte 10 000 $. Voilà, moi je pense qu'il faut pas cracher sur le système ou sur ce qui peut se passer. Il y a des trucs, c'est clair, c'est pas top. On fait avec, on essaye d'améliorer les trucs, chacun à son échelle, comme pour l'écologie, comme pour plein de trucs. Si on attend, ce sera pas top, ce sera pourri, mais bon, on peut essayer de faire quelque chose maintenant ou demain. Voilà. J'ai la phrase de la vidéo, c'est bien. Ouais. Dernière question, qui sera la question qu'il y aura dans tous les canapes à chaque fois. Toi aussi, tu prends la DeLorean comme BM dans la dernière interview, et tu pars, on va dire, 15 ans en arrière ou 16 ans, peu importe, tu pars longtemps en arrière. Ou alors comme Trunks, vu qu'on est plutôt dans Dragon Ball Z, tu prends plutôt la machine à remonter dans le temps de Trunks. Et tu t'arrives, t'es en Super Saiyan toi, et puis t'arrives et puis tu vois le petit Trunks, enfin du coup le petit Paul, bah, qu'est-ce que tu lui dis quoi? Bah du coup avec les phrases que je viens de dire, pas grand chose de différent parce que c'est les erreurs qui font, les erreurs ou les bonnes choses qui font ce qu'on est maintenant, profiter des gens qu'on a autour de nous, tout simplement. Mais après les erreurs ou les bêtises qu'on peut faire, c'est ce qui nous construit et c'est pas mal d'en faire aussi. Donc tu laisserais ton petit toi refaire les erreurs que t'as fait pour arriver au même stade qu'aujourd'hui? Ouais. Même des très grosses, quand on est petit, on fait une grosse connerie, on se prend une grosse fessée, bah on l'a fait, on s'est pris une fessée, après du coup on comprend pourquoi est-ce qu'il fallait pas le faire. Alors que si j'avais pas fait cette erreur là, peut-être j'aurais pas appris de cette erreur. Okay. Allez travailler un peu mieux à l'école. Travailler un peu mieux à l'école parce que maintenant je le paye sur certains trucs. Sur le français, sur l'anglais, sur certains trucs, du coup, les bases à l'école. Après, pousser ses études ou pas, je suis pas sûr, ça dépend des personnes. Par contre, voilà, l'éducation et avoir des bonnes bases à l'école, je trouve que c'est pas dégueu. Ça serait le truc que je dirais à mon petit moi. Travailler à l'école.
Si jamais il regarde cette vidéo voilà, c'est en ça. futur ou passé. Ou quand je la montrerai à mon fils, du coup, je lui dirai. Ah ouais, ça c'est bien aussi. En parlant de ton fils, du coup, bah, on arrive sur la fin de l'interview. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? T'as des derniers mots, des choses? T'as la carte libre encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le shop déjà? Que ça continue? Ouais, que ça continue. Ouais, je suis déjà très content. Donc que ça continue. Doucement, mais sûrement. Ouais, c'est ce que je disais au milieu de la vidéo. Ouais, merci pour chacune de vos commandes. Merci pour même chacun de vos messages. Même si vous me commandez qu'une paire de poignets, quand vous êtes content, machin et tout, un petit message, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Est-ce qu'il y a des projets pour le shop qui vont arriver? Des choses dont tu peux parler? Des choses que tu peux mentionner sans trop en dire? Il y a des choses... Après, il y a plein de trucs hein, que j'aimerais faire. Il va y avoir une nouvelle collection de fringues. J'aimerais bien rentrer plus de marques. Pourquoi pas faire de l'importation de marques? Être importateur, fournisseur sur certaines marques en France ou pour l'Europe, sur certaines marques. Créer des pièces du shop. Développer mon propre pneu, développer des pièces qui peuvent manquer ou des détails du coup que je trouve bien sur certaines pièces mais qui sont pas sur d'autres. Ça ce serait chouette. Est-ce que pour mettre fin à une question qui revient régulièrement, est-ce que tu prévois un local? Est-ce que tu prévois un magasin physique ou c'est toujours pas d'actualité? Comme ça au moins ça sera calé. Bah en fait ça dépend, il y a des fois où je me dis ouais c'est d'actualité, ce serait super et en même temps, après, maintenant, quand je vois Internet et tout ça, je me dis que bon, peut-être avoir un plus grand entrepôt, ouais, ça, ce serait pas mal. À mi-chemin entre entrepôt, site Internet et magasin, ouais, pas forcément avoir un pur magasin non plus. Il nous reste que 2%, donc c'est les 2 derniers mots. Remerciements. Ouais, bah remerciements à toutes les personnes qui m'entourent, principalement ma femme, mon fils. Ma belle famille, ma famille, tous les copains du BMX, tous les copains en dehors, même qui sont très loin du BMX aussi parce qu'ils m'aident beaucoup à avoir un avis, même s'ils ne se connaissent pas du tout, même en termes de commerce. C'est toujours bon d'avoir l'avis de plein de monde. Et puis bah ouais, à toutes les personnes que je peux croiser, même pas longtemps. Bon courage à toi pour la suite aussi. Yes. Faudra inverser le canapé aussi un jour, je pense, pour Antonin. Faudra qu'il se fasse canapé. Ouais, faudra je me ferai une auto-interview. Ouais, ce serait pas mal. Ok, bah merci Polo. Bah de rien. Et puis bah nous on se dit à très vite. Ouais, c'est ça. Clair. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bah comme d'habitude, hein, vous savez ce que vous allez faire. Abonnez-vous hein. Cliquez, on vous met un lien en bas.